Bonsoir à tous. Entretien spécial avec le professeur Ndiagoloum depuis Ottawa, Canada. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Aliou. C'est un plaisir, au-delà des amphithéâtres, de se rencontrer autour d'une émission. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vos collègues vont se fâcher parce qu'ils disent que je n'accorde jamais d'entrevue audio et télévisuelle sauf à Alassane Samba Diop. Alors si c'est la télé d'Alassane, ils vont encore se plaindre très certainement. Mais c'est une bonne action parce que c'est au service de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui a fait un raz de marée médiatique, média public, ce qu'il ne faudrait plus jamais refaire. Article que vous avez coécrit avec Dr Ibrahim Assar. Dans le titre, il y a un mot qui m'a happé, c'est l'adverbe de temps, jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur, pour que vous écriviez cet article? Oh, vous avez bien fait d'insister vraiment sur le jamais parce que ce à quoi on a assisté ces 12 dernières années était simplement une continuité de quelque chose qui a été construit, disons, depuis les indépendances. Je ne dirais pas depuis les indépendances d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant les indépendances, durant toute l'époque coloniale, durant toute la période de domination coloniale française, le Sénégal est le pays très certainement en Afrique francophone qui a connu le plus grand dynamisme au niveau de la presse. Pour vous donner tout de suite une indication, quand on arrivait à l'indépendance en 1960, il y avait plus de 170 journaux et périodiques répertoriés au Sénégal. Alors, il est toujours plus difficile pour un pouvoir, lorsqu'il vient de s'installer, de mettre fin à quelque chose qu'il a trouvé sur place. Alors, quel est le prétexte que Senghor avait trouvé pour justement essayer d'atténuer un peu cet impact de la presse et son dynamisme? C'était le fameux faux coup d'État de 1962, l'instauration donc d'un régime de parti unique, disons donc un régime autoritaire. Voilà pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on fait une analyse des relations entre le pouvoir et les médias, il est toujours important de mettre tout ça en concordance entre les deux pour voir que c'est en fait les effets de l'un qui s'appliquent sur l'autre et qui explique finalement pourquoi on attend de volonté de soumettre les médias aux desiderata du pouvoir public. Donc, de 1962 à 1968, disons, il n'existait quasiment pas de possibilité d'offrir des voix discordantes en dehors des médias qui étaient quasiment sous le contrôle, disons même totalement sous le contrôle du pouvoir politique. À partir de 1968, il y a bien sûr la grève des étudiants, la grève des travailleurs, et là, le pouvoir de Senghor commençant à être secoué, il a commencé, si vous voulez, à donner un tout petit peu des signes d'ouverture qui vont d'ailleurs culminer à partir de 1970 avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et après, il y a eu bien sûr une sorte d'ouverture, si vous voulez, limitée au pluralisme. On avait là, si vous voulez, des médias indépendants qui commençaient à émerger. Vous avez l'exemple de Lettres fermées avec Abdourahmane Cissé. Ouais. Vous avez le politicien de Mamles Dia. Vous avez aussi promotion du doyen Boubacar Diop. Mais attention, tout de suite, quand ils ont commencé à montrer des velléités d'indépendance, à dénoncer, si vous voulez, ce qu'ils appelaient les scandales dans la gestion des entreprises publiques, Senghor a commencé à sortir le bâton, entre guillemets. Des emprisonnements, des suspensions de journaux et Lettres fermées a ainsi été suspendu à partir de 1973, juste quelques temps après ses parutions, quand il a commencé justement à dénoncer des scandales d'État. Donc, le contrôle a commencé avec Senghor. Oui. Il est extrêmement important de retenir cela. Il y a eu des emprisonnements avec Mamadou, avec le fondateur de Mamles Dia, le fondateur du journal politicien. Il y a eu des suspensions, l'emprisonnement aussi de Boubacar Diop. Donc, cette volonté d'ouverture était très vite étouffée lorsque la presse a commencé, si vous voulez, à développer des velléités d'indépendance. Alors, à partir de 1980, avec l'avènement de Diouf au pouvoir, on a ici l'ouverture au pluralisme intégral, qui va s'accompagner aussi d'une ouverture au pluralisme médiatique. Donc, c'est avec Diouf qu'on va assister, si vous voulez, à l'émergence principalement
deux grands journaux, deux grands groupes de presse qui vont devenir des groupes de presse et qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'approfondissement de la démocratie. Je parlerai très rapidement de Sud Quotidien et de Walfadjri. En poursuivant toujours cette dynamique d'ouverture, à partir de 1990, vous avez l'ouverture donc à l'espace audiovisuel, audio disons, radiophonique, avec l'émergence donc de Sud FM et de Walf FM, qui vont à leur tour jouer un rôle extrêmement important jusqu'à l'avènement de l'alternance en 2000. Alors, votre question est importante sur le jamais. Pourquoi? Oui. Parce que lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il a dit plus jamais ça. Et je le cite, vous l'écrivez dans l'article, « Je ne veux plus de quotidien gouvernemental, je confierai le soleil aux jeunes, nous n'avons pas besoin d'un organe gouvernemental qui fera les éloges du régime en place avec des éditoriaux dithyrambiques. » C'est ça, vous citez les propos d'Abdoulaye Wade dans votre article. Propos excessifs, n'est-ce pas, mais qui sont à replacer dans le contexte, voyez-vous. Ouais. Il y avait une sorte, si vous voulez, de traumatisme, de choc psychologique qui est lié, si vous voulez, à l'accaparement des médias d'État par le pouvoir socialiste qui était là jusqu'en 2000. Et en suivi de ce choc psychologique, Abdoulaye Wade a tout de suite dit « je ne veux plus voir ça ». Et c'est là qu'il a donc proposé la fermeture même du quotidien national Le Soleil en attendant de voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mais ce qu'on était en droit d'attendre de quelqu'un qui a subi un tel traumatisme, un tel choc psychologique issu de l'accaparement des médias d'État par le pouvoir, c'est qu'il fasse ou qu'il pose des actes de rupture. Ouais. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a quasiment renforcé, si vous voulez, cet accaparement des médias d'État. Il n'est même pas allé chercher loin, il est allé chercher des gens qui travaillaient avec les régimes socialistes, donc qui avaient déjà montré, si vous voulez, toutes les facettes de soumission possibles et imaginables au pouvoir, pour les nommer à la direction de la RTS, pour ne pas le nommer Babacar Diagne, donc qui a livré la marchandise telle qu'il l'avait fait à l'époque pour les Diouf. Pour Le Soleil, la gestion éditoriale était beaucoup plus sobre. J'ai dit un peu, nous utilisons avec Ibrahim Assar des mots un peu forts dans l'article, mais c'est fait exprès. D'accord? C'est pour insister vraiment sur la gravité qu'il y a à fermer toute possibilité de voix discordante dans un média public qui est financé à partir de l'argent du contribuable. Donc, Wade a accentué, si vous voulez, la soumission. On peut dire que, si vous voulez, pour donner une image, au diptyque médias indépendants et médias d'État qu'il y avait sous le régime socialiste jusqu'en 2000, Wade a substitué une sorte de triptyque médias d'État, médias indépendants, en plus médias du palais. Parce qu'il y avait des médias qui étaient financés à partir du palais. Si vous vous souvenez d'ailleurs, Il est midi, piloté à l'époque par son ancien Premier ministre, qui est devenu par la suite président de la République. On comprend donc pourquoi il avait toujours lui aussi ces réflexes de vouloir toujours soumettre la presse à ses désidératas. Arrivé donc lui en 2012, avec les mêmes pratiques, et là, ce que j'ai dit, c'est que ces derniers 12 ans, ce qui s'est passé surtout au niveau de la RTS, c'est quelque chose d'inédit. Pourquoi? Parce qu'avant, vous avez ici pratiquement jamais vu des opposants à la radio-télévision sénégalaise en dehors des périodes électorales. Ce qui est inédit, c'est que vous avez une direction qui l'assume, qui dit c'est moi qui ai décidé qu'il n'y aura pas d'opposition à la télévision. Et c'est là qu'on a dit qu'il y avait peut-être ici, et on a utilisé des mots très forts, nous l'assumons, une sorte d'absence d'intelligence sociale. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence individuelle. L'absence d'intelligence sociale, c'est quoi? C'est l'absence de maîtrise de son environnement social et de pouvoir donc poser les actions qui sont adéquates par rapport à cette compréhension qu'on a de son environnement social. Parce que ce qui est clair, ce qui est écrit, ce qui est démontré en science et en pratique, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous accaparez un appareil médiatique qui appartient à tous les contribuables, vous avez trois phénomènes successifs qui interviennent. Phénomène de dépit, phénomène de colère et ensuite phénomène de rejet. Donc ça explique pourquoi les populations se sont quasiment détournées de cet espace qui normalement leur appartient à tous.
Alors, si vous cherchez les causes de l'échec de ce pouvoir, si vous cherchez les causes de la défaite du pouvoir lors de ces élections passées, je pense qu'une des causes fondamentales est liée à l'accaparement des médias d'État et à la fermeture donc de cet espace aux voix discordantes que sont les opposants. Mais aujourd'hui, on a vu un nouveau président de la République et les mêmes causes font les mêmes effets. Je ne veux pas être prompt dans l'analyse, mais c'est toujours Bassirou Diomaye Faye, l'actualité gouvernementale au cœur du journal télévisé d'un média public comme la RTS par exemple. Les premiers constats qu'on a faits dès les premières semaines, et c'est pourquoi on a voulu alerter. Maintenant, il faut reconnaître que la direction de la RTS n'a pas encore changé. Donc, le régime n'a pas encore posé, si vous voulez, des actes forts au niveau du changement du personnel et au niveau du changement de la direction pour leur dire quelle est la direction qu'il faut prendre. Il y a des réflexes de soumission qui sont là, qui datent de très longtemps et qui peuvent se répéter si on ne fait pas attention. Vous savez, il est toujours tentant pour un pouvoir d'entendre toujours des louanges, de ne pas entendre de voix discordantes. Ça vous met dans une sorte, si vous voulez, de confort. Mais c'est un confort qui est apparent en réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons écrit cet article pour alerter. Les réflexes de subordination, les réflexes de soumission sont là pendant les 10 premiers jours et on peut les constater. Par contre, pour être honnête, j'ai vu que ces 4 ou 5 derniers jours, la couverture, elle est beaucoup moins, si vous voulez, favorable au régime comme on l'a vu les 10 premiers jours. Il y a, si vous voulez, une sorte de sobriété. Même dans les titres, on ne voit pas apparaître le nom du chef du gouvernement ni le chef de l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est en train d'être faite. Il faut juste espérer qu'elle continue avec le changement, très certainement, de direction qui va arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les textes? Et il faut changer les institutions ou il faut changer les hommes? Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous dire, les textes et les institutions, ce sont des instruments. Hein? Et les instruments, ils ne valent que par la dextérité des mains qui les manient. Je vous dis toujours que si vous jouez mal à la guitare dans un concert, vous n'accusez pas les cordes de votre guitare. C'est vous qui jouez mal. Alors, vous auriez beau avoir les textes les plus parfaits, les institutions les plus parfaites, si ce qui les anime ne sont pas animés d'une bonne volonté, n'ont pas la dextérité qu'il faut, n'ont pas l'intelligence sociale qu'il faut pour donner donc à ce que vous leur avez confié le contenu approprié, vous auriez très certainement toujours les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas les textes qu'il faut changer. Je pense qu'ils sont perfectibles comme tous les textes. Il faut les adapter. Ce n'est pas les institutions qu'il faut changer. Elles sont perfectibles comme toutes les institutions. C'est la façon de faire des hommes qu'il faut changer. Dès lors, vous êtes forcément donc d'accord, suivant votre logique, sur l'appel à candidature sur ces postes-là qui sont stratégiques et que l'État doit tout simplement laisser la place aux militants, mais pas aux gens qui abordent ou qui sont dans la même bannière en ce qui concerne la politique. Je pense que c'est une très bonne mesure. Nous sommes dans une société où l'exigence de transparence et de compétence est de plus en plus affirmée. Alors, il faut s'adapter donc aux exigences de son temps et puis faire appel à candidature, ça veut au moins dire qu'on aura, si vous voulez, une présomption de compétence. Maintenant, la présomption de compétence, c'est différent de la réalité. Après, il faudra vérifier s'il y a une adéquation entre ce qui a été annoncé et ce qui a été énoncé. Mais on part de l'idée qu'en ouvrant, si vous voulez, la possibilité d'offrir ces postes-là à des gens qui vont candidater et qui estiment avoir la compétence pour assumer ces fonctions, on a au moins une présomption de compétence. Mais il faudrait une volonté de l'État de couper un peu le cordon ombilical qui lie ces médias-là au palais présidentiel. Oui, il faut absolument qu'il le fasse. On ne dit pas que l'État doit se détourner complètement, hein, parce que des médias d'État, surtout pour des démocraties qui sont encore jeunes et fragiles comme les nôtres, on l'a vu avec les derniers soubresauts que l'on a connus avant l'élection, il faut encore garder un certain contrôle sur les médias d'État. Okay? Il faut que l'État soit encore là, si vous voulez, pour assumer au moins financièrement la survie de ces médias.
Maintenant, il y a des propositions qui ont été faites par les syndicats depuis toujours et qu'il faut prendre en compte. Ouvrir, par exemple, le capital de l'entreprise publique à une société de rédacteurs, ça permet au moins de réduire, si vous voulez, les possibilités de soumission. Et ça donne un peu plus de marge de manœuvre, un peu plus de possibilités d'exercer sa liberté et son indépendance. Il ne faut pas que le capital soit entièrement détenu par l'État. Qu'est-ce que l'État gagne et qu'est-ce que l'État perd en faisant cela, professeur Ndiagoloum? Mais généralement, si vous voulez, c'est juste des présomptions en fait de perte. Mais on ne perd rien. Moi, je pense qu'on ne perd rien dans l'équilibre et dans la possibilité qu'on offre. Vous savez, ce qui fait la légitimité d'une majorité, c'est le respect et l'existence d'une minorité. Tant que vous donnez, si vous voulez, à cette minorité la possibilité de s'exprimer, les actions qu'elle mène, les actions qu'elle pose, les paroles qu'elle sortent, les critiques qu'elle vous font, ça vous fait avancer. Mais il y a une sorte, si vous voulez, de frilosité liée, si vous voulez, à la fragilité, à l'absence de légitimité sociologique de nos pouvoirs en Afrique, qui explique que quelquefois, en fait, ils veulent tout contrôler pour ne pas laisser la possibilité à des voix discordantes de continuer, si vous voulez, à scier une légitimité qui est déjà problématique. Mais dans le cas d'espèce, celle qu'on a au Sénégal, on ne peut pas dire que le gouvernement qui vient d'être élu manque de légitimité sociologique. Je crois même que sa légitimité sociologique va bien au-delà de sa légitimité électorale. Exactement. Mais le paradoxe, professeur Ndiagoloum, c'est qu'on a un boom médiatique. Mais sentez-vous une information plurielle? L'information, elle est plurielle. Maintenant, la quantité ne signifie pas la qualité. Voyez-vous. Mais ce qui est bien avec le pluralisme médiatique, et d'ailleurs, vous en avez vous la preuve aujourd'hui, vous êtes concurrencé par ce qu'on appelle les télés dans les poches. Donc, chacun a la possibilité aujourd'hui d'être à la fois journaliste, rédacteur, éditeur et auditeur en même temps. Donc, ça crée de la concurrence. Ce que ça donne a priori, ce pluralisme-là, c'est la possibilité d'aller marchander. Si vous n'avez pas ce que vous trouvez dans un média, vous pouvez aller dans l'autre comme vous le faites donc quand vous achetez dans n'importe quel magasin une marchandise. L'information va rester donc une marchandise. Après, les gens, ils vont aller là où ils trouvent ce qui les arrange. Est-ce que qualitativement, ça s'est amélioré? On peut en discuter. Mais ce qui est clair, c'est que la pluralité, elle est toujours préférable à l'accaparement et à l'embrigadement des lignes éditoriales, surtout pour ce qui concerne les médias publics. Mais on parle de médias publics, professeur Ndiagoloum, on peut reprocher cela également aux médias privés qui apportent ou bien qui donnent une part importante à l'opposition. Ça également, c'est un constat qu'on peut faire. Ça, c'est un reproche qui a été fait et ce n'est pas actuel. Il est arrivé durant le pouvoir de Diouf qu'on ait qualifié les médias indépendants de médias de l'opposition. Voyez-vous. Et ça pouvait s'expliquer. Et d'ailleurs, certains journalistes qui sont qualifiés de journalistes indépendants ont assumé cette posture d'opposition. Voyez-vous. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec Abdoulatif Coulibaly qui me disait « J'assume mon opposition, je suis un opposant à tous les pouvoirs. » Voyez-vous. Mais on peut l'expliquer de façon, si vous voulez, un peu plus scientifique. Il est arrivé durant le règne de Diouf, entre 1991 et 2000, 2 fois où il y a eu des gouvernements consensuels. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ces gouvernements consensuels, donc sanctionnés par l'entrée d'Abdoulaye Wade dans le pouvoir, au gouvernement, les mécanismes traditionnels habituels de contestation se taisaient. Les partis politiques d'opposition et les syndicats. Comme la nature a horreur du vide, non, ce n'est pas la nature qui a horreur du vide, c'est le vide qui est horrible. Les médias ont quasiment joué le rôle que jouaient traditionnellement les partis politiques et les syndicats durant ces moments de consensus. Donc, ils étaient devenus, si vous voulez, le réceptacle des angoisses, des mécontentements et des colères des populations. Ils ont été donc très, très, très critiques, très sévères avec le pouvoir en place, qui, en retour, a considéré ces médias-là comme étant des médias d'opposition. Et vous avez des événements qui ont été véritablement caractéristiques, emblématiques, si vous voulez, symptomatiques de cette opposition entre le pouvoir et quasiment des médias. Et vous avez l'exemple à cette époque-là de la crise entre l'affaire CSS Sud. L'État avait
en avait tiré un profit, avait profité de cette occasion avec la condamnation, si vous vous souvenez, à 500 millions pour essayer d'éliminer un média qui était récalcitrant et qui était gênant. Donc là, il y avait quasiment une dualité. Après, avec Abdoulaye Wade, il y avait un sentiment de défiance manifeste. D'ailleurs, l'un des premiers contre-coups à l'hégémonie du pouvoir de Wade est parti d'un journaliste. C'est le livre d'Abdoulatif Coulibaly sur Wade, l'international. Là, qu'est-ce qu'il a fait, Wade? Il a considéré en fait que le journaliste était un opposant. À partir de 2012, ce qu'on a, c'était moins un triptyque ou un diptyque. On avait ici, si vous voulez, un homme qui est arrivé au pouvoir et qui, au début, ne savait pas quoi faire dans la gouvernance des médias. Il ne savait pas quoi faire en termes de construction de relations entre lui et la presse. Il était donc dans une sorte de pilotage à vue. Alors, il s'est dit que la façon la plus facile de faire, c'est de mettre autour de moi des journalistes qui avaient des voix audibles et qui sont devenus soit ses conseillers, soit ses ministres, en espérant que la proximité avec ces journalistes influents allait lui permettre, si vous voulez, d'adoucir les lignes éditoriales de la presse récalcitrante. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelqu'un qui avait une grande conscience, une grande compréhension des difficultés économiques que rencontrait la presse indépendante, et il a joué sur ça en récompensant avec l'aide de la presse ce qui lui paraissait être les plus dociles et en sanctionnant ce qui lui paraissait être les plus récalcitrants. Alors, quand vous posez des actes de cette nature, forcément, de l'autre côté, on se braque. Et c'est ça qui est arrivé, par exemple, avec Walfadjri. Je suis sûr que quand vous posez la question, vous pensez principalement. Et là, on était dans une situation quasiment de duel, où vous avez donc Walfadjri qui se faisait le relais des opposants, et vous avez un pouvoir qui s'est dit, écoutez, à un moment donné, je vais même lui fermer les voies, et c'est arrivé 2 fois. Et dans ce duel, c'est l'information juste et certifiée qui en pâtit. Ah oui, est-ce que l'information certifiée en pâtit? Parce que chacun tire de son bord, chacun prêche pour sa propre chapelle. Mais oui, c'est ça malheureusement qui arrive. Vous savez, moi je pense que la meilleure façon d'assainir tout ça, c'est de faire en sorte, si vous voulez, que l'espace médiatique soit le moins fragile. Dans les relations que le champ médiatique entretient avec les autres champs, on va se rendre compte que le champ médiatique est celui qui présente le moins d'autonomie. Voilà. Et tant qu'il est aussi fragile, il est, si vous voulez, à la merci de tous les pouvoirs qui vont chercher à le contrôler, que ce soit des pouvoirs de nature d'ordre politique. Maintenant, je vous disais, je pense, en vous annonçant le livre que je vais sortir sur les mutations institutionnelles sous le prisme médiatique de Senghor à Macky Sall. J'avais voulu le sortir il y a 4 ans. Ensuite, je me suis dit non, je n'ai pas encore analysé les relations que le pouvoir de Macky Sall entretient avec la presse. Et comme j'ai une approche diachronique et historique, je vais attendre la fin du mandat de Macky Sall pour sortir le livre. Et ce que j'ai constaté, en dehors de ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur le pilotage en vue, et c'est là que ça a évolué, la relation. Il y a eu d'abord le pilotage à vue, donc un président qui a conscience des difficultés de la presse et qui va donc utiliser les éléments de l'État, tenter, si vous voulez, d'allouer les possibles et de sanctionner les plus récalcitrants. Après, ça a évolué. Il y a une volonté de neutralisation, une volonté d'affaiblissement. Mais ce que j'ai constaté dans les derniers mois, c'est quasiment une sorte de propagande décentralisée, où vous voyez des unes de journaux ou des contenus qui sont contrôlés, non pas par le régime en totalité, mais par quelques éléments du régime. Donc, utiliser ces journaux-là, c'est des analyses que j'ai faites, je ne vous donne pas les détails, mais vous les verrez dans le livre. Et est-ce que c'est une problématique, une nouvelle problématique, les unes des journaux, est-ce qu'une nouvelle problématique? Pas une nouvelle problématique, mais l'accentuation, si vous voulez, est telle que ça attire l'attention. Moi, c'est la première fois que ça a attiré autant mon attention. Je voyais qu'il pouvait y avoir un pouvoir politique, un pouvoir religieux, un pouvoir économique qui est derrière la une ou le contenu. Et ce que j'ai constaté ici, ces 3 ou ces 4 derniers mois, c'est quasiment, si vous voulez, des œuvres de promotion individuelle d'éléments proches du régime.
Donc, ce n'est pas le régime en tant que tel qui contrôle les unes et les contenus, mais c'est des éléments du régime qui l'utilisaient à des fins de promotion personnelle. Maintenant, dynamique. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait la promotion de sa propre personne à le contrôle d'une ligne éditoriale d'un journal que forcément ça n'a pas de répercussion sur son régime. Donc en faisant sa promotion personnelle à travers le contrôle d'une ligne éditoriale, quelque part aussi, on renforce, on consolide son régime. Donc ce sont des objectifs qui sont complémentaires ou qui convergent, voyez-vous. Ça, ce sont des constats que j'ai faits dernièrement. Mais c'est très intéressant parce qu'on est dans une sorte de dynamique et puis l'histoire, elle est en train d'être écrite et elle n'est pas finie. En tout cas, merci beaucoup, professeur Ndiagoloum, pour cet entretien. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Un plaisir partagé. D'habitude, je suis plus favorable à écrire. J'aime écrire parce que avec la plume, on a une plus grande liberté. Et c'est pourquoi je refuse souvent les entrevues audiovisuelles. Parce qu'avec la plume, en fait, vous avez le choix du sujet, vous avez l'orientation du sujet, vous avez le moment de la publication et vous avez la conclusion que vous en tirez. Donc, je suis sûr que certains de vos collègues vont se fâcher en voyant que je vous ai accordé une entrevue alors que je la refuse très souvent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette confiance, plaisir partagé. Merci également à la noblesse anodine, Serigne Saliou Dème et Ablaye pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous pour un autre espace du livre et de la lecture sur ITV.